toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec une équipe extraordinaire, exceptionnelle, merveilleuse, l'équipe de Blue Cocker. Ah, c'est comme ça que vous faites? Non. C'est celui qui aboie. Celui qui aboie dans cette vidéo, c'est Vianney. Bonjour Vianney. Salut. C'est là que tu Salut peux à tous aboyer. et toutes. Super. Du sucre. Celui qui lance du sucre dans cette vidéo, c'est Alain Vallée. Oui. Bonjour Alain. Salut. Et celui qui ne dit rien, qui a la classe, qui calme et reposé, c'est Benoît Turpin. Bonjour Benoît. Bonjour. On n'a pas toute l'équipe de Blue Cocker. Il nous manque Xavier qui aurait dû être là. Tout à fait, qui n'a pas pu venir. Oui. Et on voulait faire une tête de Xavier, on vous l'aurait montré, mais on a... Ça aurait été tellement classe. Ouais. Est-ce que c'est l'ensemble de l'équipe de Blue Cocker? On vous a reçu une série de fois sur le canapé. Il y a Natacha qui m'aide sur les festivals où on est, et qui m'aide à l'administratif, qui est à Cartan, et qui se déplace assez peu souvent sur ces choses-là, mais un jour il faudra, mais elle aime pas trop non plus. Alors. Bah oui, il ne faut pas forcer les gens à aller devant la caméra. Il y a Adeline qui fait nos live Twitch. Oui, c'est vrai. Et on va compter Anne aussi, qui est maquettiste, enfin qui est pas employée, mais qui est maquettiste de Blue Cocker, et illustratrice de beaucoup de jeux, et qui fait beaucoup partie de l'équipe. Oui, de Welcome, Rest in Peace. Meeple War d'abord. Oui. Arg, Welcome, Rest in Peace, qu'est-ce que j'oublie? C'est bien déjà. Et un prochain jeu à venir. Et oui, les derniers droïdes dont on parlera. Annetic, donc qui est sur le nord de l'Europe, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, elle est au-delà du cercle polaire. Mais qui est donc présente dans l'équipe de Blue Cocker, donc c'est une équipe multiforme. Et aussi, on va parler de Bruno, qui est mon manager export. Ah oui. Qui est quand même bien présent. Et après, il y a plein d'externes, des traducteurs, des correcteurs, des graphistes. Ouais. On a Alexis Allard aussi, qui est notre œil de lynx. Ouais, spécialiste jeux solo, Alexis Allard notamment. On va vous parler sur le canapé. C'est pas le premier canapé qu'on fait ensemble. Je me demande si c'est pas le record. Je vais regarder un peu parmi les éditeurs qui sont venus assez régulièrement. Je crois que Catchel Game est venu 3 fois, le Lumberjack 3 ou 4, je ne sais plus. Et puis vous êtes dans les top. Pareil, ouais, je pense, ouais. Mais un jour on viendra, on fera que des canapés en fait. Oui, c'est possible aussi. Mais Lumberjack n'a pas fait de canapé cette année. On a fait d'autres formats et on n'a pas fait de canapé. Vous êtes peut-être passé devant l'équipe de Lumberjacks. Ah bah nous on en fait à chaque fois. Bah oui, c'est indispensable. Ça permet de revenir. Et puis surtout, tu es pas très matinal, Alain. Voilà, donc les matinales remplacent sur certains éditeurs le canapé. Ça permet de discuter ensemble. Mais l'après-midi, c'est plutôt des canapés qu'on tourne. Ouais. Et ça permet aussi de faire quelques bêtises dans ce canapé. On va revenir sur votre actualité du moment, les jeux qui vont sortir cette année. On reparlera aussi un peu de ceux qui sont sortis l'année dernière. Revenir sur l'année. Ceux que vous aviez présentés dans le précédent canapé. Voilà. On est content de savoir comment ça se passe aussi, de suivre sur le long terme l'actualité des éditeurs que l'on reçoit. Et puis on discutera tout simplement, il y a plein de sujets que l'on peut aborder, forcément on passera vite sur chacun d'entre eux, mais de temps en temps il y a des surprises, et souvent on nous critique sur la chaîne d'un monde de jeu. Je commence par les choses négatives, on nous dit qu'on est gentil, je vais essayer d'être méchant, je vais essayer d'être dans cette... de vous poser des questions blessantes qui vous met mal à l'aise. J'ai tellement hâte. Ouais. Allez, on commence directement. Comment allez-vous ? Du coup très mal parce que là, non, c'est moi qui suis méchant. Premier jeu dont on parle aujourd'hui, c'est Onyx. Est-ce qu'on a une petite boîte d'Onyx et juste derrière? Ça, c'est la grosse actualité du moment où on tourne ce canapé. Du coup. C'est la petite actualité du moment. C'est votre plus petite boîte? C'est non, peut-être que Rip et Arg sont en format mouchoui. Je sais plus. Rest in Peace et Arg était un peu plus allongé, je crois. Voilà. La petite boîte, petit jeu de cartes, c'est signé Benoît Turpin et Florian Siriex, illustré par Henri Carmarek. Et donc ça, c'est votre grosse actualité du printemps. C'est ça, c'est la prochaine sortie. Là, c'est parti en production et ça arrive pour Alchimie du jeu à l'exclusivité mondiale, universelle, galactique, à l'excellent festival Alchimie du jeu de Toulouse. Et ça sort une semaine après. Du 3 au 5 mai. J'ai pas fini de parler de l'alchimie. Est-ce que tu aurais des billes dans l'alchimie du jeu? J'ai été longtemps à l'orga et bénévole. Maintenant, je les regarde bosser, mais voilà, je fais ma feignasse, mais c'est vraiment un très très bon festival à vivre. Où une des particularités les plus attachantes du festival, c'est que souvent ce qu'on appelle les vice-joueurs, donc ils viennent une première année et les années suivantes ils deviennent bénévoles. Comme quoi,
Moi, le plus attachant, c'est que les bières sont gratuites pour les. Ah là là. On a dit trop de bien. Il faut être un peu percutant, je l'ai dit, il faut être percutant. Qu'est-ce que c'est loin quand même. Ben non, moi c'est pas très loin. Ah ben oui. Pour toi c'est pas loin. Pour moi c'est loin. Pour vous c'est plutôt le chalet qui est loin. Pour moi c'est loin aussi, je te rassure. C'est loin. Tu viens quand même à l'Alchimie cette année? Ouais. Ah là. C'est l'occasion de nous retrouver aussi pour travailler, donc c'est maintenant à la fois un bon moment et voilà un truc qui permet de, parce que moi je travaille en Bretagne du coup on se voit pas tous les jours, on se voit en visio mais on se voit pas en vrai. Donc du coup les événements, voilà, au chalet on aurait pu venir une journée, envoyer une personne une journée, tourner les vidéos de nos actualités, et puis voilà. Là, on y passe 3-4 jours, parce que ça nous permet déjà nous d'échanger un peu plus, et que ce soit pas un truc... C'est l'esprit du chalet, hein. Voilà. De nous coucher tôt, de nous reposer. Mais je crois que vous avez plus vécu quand je dormais que... C'est possible. Et voilà, et de travailler, nous, dans l'équipe, sans voilà, du tout, enfin, tu vois... Ça, oui. De bosser vraiment en physique nos projets. Donc on fait ça notamment quand on vient ici, on fait ça quand on va voir notre distributeur, on fait ça à l'Alchimie du jeu où ils viennent 3-4 jours avant, ils repartent 2 jours après. On fait ça un peu à Cannes, mais à Cannes c'est tellement... c'est intense, festival de Cannes, Cannes n'a pas le temps de se voir. Oui, bah non. Non, c'est pas vu cette année. On avait prévu une soirée boulot et vous n'avez pas tenu. Quoi? On a dit ça? J'ai pas souvenir. Parce que là, l'équipe est complètement éclatée. Toi, t'es sur Rennes. Vous êtes comment tu veux dire exactement? En fait, c'est ça, dans tous les sens. J'ai des idées méchants. Ils sont complètement éclatés. Une nouvelle formule d'un monde de jeu. On est méchants maintenant. On était en train de parler d'Onyx avant que vous me coupiez la parole. Onyx, donc c'est un jeu de cartes très très simple, et en fait les 4 lettres que vous voyez dans le titre du jeu, ça résume d'une certaine manière la simplicité des règles. C'est ça, le titre c'est les 4 cartes, les 4 symboles et les 4 actions du jeu. C'est un petit jeu de cartes où on va faire des collections d'Onyx, donc de ces 4 pierres précieuses, et à chaque fois qu'on va récupérer un type de pierre précieuse, on va appliquer l'effet, et il y a des petits effets désagréables comme aller détruire les cartes chez les autres ou leur voler des trucs, parce que c'est toujours important d'être désagréable avec les gens. Ah bah oui, c'est super agréable. Et pour les gens gentils, tu peux aussi piocher des cartes au centre, pas chez quelqu'un. Oui. Voilà, les marquer dans tes scores. Est-ce que t'as vu justement des parties où les gens n'arrivent pas à être méchants? Ah non, je te vole pas, alors que ça serait une évidence. Le truc super marrant, c'est que les gens, quand ils te disent voler, détruire, ils disent bah non, voler c'est mieux. Parce que détruire, c'est pas bien, c'est gratuit. Tandis que là, voler au moins ça me profite à moi. Au niveau de la morale, ça questionne un peu. C'est intéressant ça, ce rapport au jeu. Ouais. Mais le jeu, c'est un des rares domaines où on peut se permettre justement de voler les autres, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vraie vie. Non, vraiment, tu peux pas dans la vraie vie. Hein. Il y a eu des lois, je les connais pas par cœur. Mais ça a fait partie quand même de la réflexion de développement avec Xavier, qui est le chef de projet sur Onyx, de se poser la question de justement l'impact émotionnel de ces actions. Qu'est-ce que ça représentait pour les joueurs? Est-ce que le ressenti de détruire ou de voler les cartes des autres était en adéquation avec la mécanique, avec le public visé? Donc on a fait pas mal de tests, différents effets et différents tests avec du public pour voir si la volonté initiale fonctionnait comme on l'espérait. Donc on a passé pas mal de temps à tester ça. Oui, parce que le jeu de société, c'est aussi du générateur d'émotions, ça dépend des catégories de jeu, mais là on est dans un jeu très accessible, on le voit, 15 minutes de jeu, 2 à 6 joueurs, on sent le jeu d'ambiance quand même, malgré tout, même si c'est assez mécanique. Hein. C'est très mécanique, parce que moi c'est ma façon de créer des jeux, mais... On t'appelle le garagiste dans mon jeu. Pas loin. Oh là là. J'ai décidé d'être méchant, j'essaye. Hein. Mécano. Mais c'est en effet très mécanique dans le déroulement de la partie. Mais par contre, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est les émotions que ça crée et les coups incroyables, comme la partie qu'on a faite avec Marie dans le jeu. On a filmé avec un finish incroyable de dingue. Et c'est pour ça qu'on fait le jeu aussi. Donc ça s'appelle Onyx, ça sort au début... Non, c'est la moitié du printemps. Hein. Ça sort en boutique le 10 mai, normalement. Ouais. Donc voilà, vous allez pouvoir le récupérer. C'est le jeu que vous allez pouvoir glisser entre votre jambon et vos chips pour partir en pique-nique. Bah si, tu prépares le sac. Mais évidemment, je ris, mais c'est évident. Ah ouais, je te prépare des argumentaires devant. Profites-en, remercie-moi. On va changer la fiche produit. Voilà. Saucisson inclus. Ouais, c'est ça.
Ça peut Il y avait pas du vin du Boursin, maintenant il y a du jambon, des chips et Onyx. Et Onyx. Non, mais alors, le pire, c'est que c'est vraiment des. On comprend quand on dit ça, le type de jeu dont il s'agit. Moi j'appelle ça un jeu apéro, vraiment. Ouais, oui, vraiment. Il va mettre ça sur la miniature. Jambon, des chips et Onyx. Voilà. Alors, ça, c'est votre sortie de cette année. Est-ce que c'est votre seule sortie? Il y a peut-être des choses qui vont arriver un peu plus tard. C'est ça. Alors, pour le moment, le planning est pas tout à fait définitif, donc moi, j'ai toujours du mal à annoncer. Là, tu vois, j'annonce le 10 mai parce que normalement, la femme nous a validé ça, mais bon, voilà. Mais la femme? Non, Fabrice. Oui, ils nous ont confirmé. Ça peut être Fabienne aussi. Ça arrive mi-avril, on va quand même réussir à le sortir mi-mai. Voilà. Et le prochain qui devrait sortir à l'automne, c'est notre, pour ceux qui nous suivent un peu, notre Arlésienne, voilà. Oui, parce que je pense qu'on en a parlé sur les précédents canapés. Celui qu'on appelait Petit Meurtre à une certaine époque et qui s'appelle comment maintenant? Non, il s'appelait Crime Scene à une certaine époque. Oui. Il s'est appelé C'est arrivé près de chez toi. C'est arrivé près de chez toi que j'aimais beaucoup, mais qui est manifestement, m'a-t-on dit, une référence d'un autre âge. Ouais, ça commence à dater un peu, oui. Et qui, du coup, maintenant s'appelle Cliché Criminel, et qui est un titre qui est sympa parce que c'est effectivement un jeu essentiellement à base de photos, donc de clichés, mais aussi sur des clichés dans le sens plus... oui, l'idée reçue, voilà, c'est ça. Et qui donc sort cet automne avec une boîte avec 3 scénarios, plus par contre un scénario de découverte qu'on va essayer de diffuser massivement pour que les gens puissent voir, savoir à quoi s'attendre. Un jeu de David Simian et Pierre Voigt. Mais laisse parler le chef de projet. Oui, il sait mieux que toi. Je vais céder la parole. Tu es le chef de projet sur Cliché Criminel. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai dit que c'est arrivé près de chez toi, c'est un nom de merde. C'est à cause de toi. Donc ça fait quoi, un an que tu travailles déjà un petit peu plus? Ou un tout petit peu plus d'un an. Ouais. C'est ça, c'est un an. Ouais. C'est pas que sur ça. Ton rôle ne se résume pas qu'à ça. Alors, comme c'est une petite structure Blue Cocker, on se file des coups de main sur tout. J'ai participé avec mes propres petits moyens à essayer de faire d'Onyx un meilleur jeu tous les jours, mais j'y travaillais pas comme Xavier ou comme Benoît en tant que exemple, on a beaucoup amélioré le processus d'ouverture des bières depuis qu'il est là. Je sais pas. Par contre, on a augmenté le débit. Il y a de l'émulation. En tout cas, on fait forcément plein de trucs. Moi, comme avant, j'ai été ludicaire pendant plusieurs années. Moi, je suis un peu super intéressé par les stades de vente, les opérations commerciales qu'on peut faire sur tous les jeux de Blue Cocker. Donc, c'est des discussions que moi j'adore avoir et que, en fait, oui et non, si tu veux, parce que en tant qu'éditeur, justement, pas. Et ce qui m'intéresse, c'est de confronter ce que moi j'ai vécu en tant que ludicaire, qu'on en cause et qu'on essaye de mettre en place des choses. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, on passe un peu de temps à faire ça des fois avec Alain, en causer. Donc, évidemment, petite structure veut dire que tu fais plein de petites choses. Mais le gros de mon temps, c'était occupé à Cliché Criminel et au sourcing, puisque c'est plutôt moi qui m'en occupe depuis que je suis là. Mais c'est infiniment plus de temps sur Cliché Criminel. Je pense que les 6 premiers mois où je suis arrivé, entre tout le développement, les tests en fait de parties qu'on a fait, parce que il fallait s'assurer que ça marche, changer les petits rouages, essayer de bien clarifier tout ça. Qu'on avait vraiment sous-estimé. Le développement de l'appli, l'apport que ça a, la manière dont les gens se l'approprient, tout ça. Enfin en fait ça a pris énormément de temps. Donc là je dirais que ça fait 4-5 mois que c'est plutôt... On a quasiment terminé mécaniquement le jeu, même si il y aura encore des petites choses qui vont peut-être nous enquiquiner sur le timing, c'est pour ça qu'on ne veut pas s'enflammer. Mais on a 2-3... on va pas rentrer dans le détail, mais on va être obligé de repasser en fait par une phase de test bientôt. Et soit dans le meilleur des mondes ça se passe super bien, et en fait on fait trop cool, les tests marchent et c'est nickel. Soit ça se passe pas bien et là je sais pas pour combien de temps on en a. Donc voilà. Ça se passe très bien parce que moi mon planning de prod il est déjà prévu, donc tu te débrouilles. C'est la vie de l'entreprise qu'on découvre. Donc ça c'est le projet qui arrivera normalement peut-être pour cet automne, c'est ça? On essaye de faire en sorte que ça arrive en septembre. En fait moi comme je sors jamais de jeu en novembre-décembre,
soit on arrive normalement il était prévu en mi-septembre on va dire, soit on arrive au pire à le sortir mi-octobre, sinon on décale l'année prochaine. D'accord. Mais après en fait ce qui compte surtout c'est qu'il sorte quand il va être prêt. Ça fait des années qu'on est dessus, on va pas se cramer 2-3 mois juste parce qu'on se dit faut absolument le sortir à ce moment-là. On n'est plus à ça près en fait, je pense, tu vois, David et Pierre ils nous en veulent, voilà, ils nous en voudront encore plus. Non mais je pense qu'on est tous raccords sur le fait que vous avez généré de l'attente, c'est ça aussi le jeu de société, il faut générer de l'attente, l'envie de s'installer autour de la table. Bien générer l'attente. Ah là oui, moi j'ai beaucoup d'attente. Oui, mais c'est aussi se confronter à ses propres compétences et à se rendre compte que parfois on prend des projets qui sont au-delà de ce qu'on est capable de faire et qu'il faut soit assumer et rendre le jeu parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de le faire, soit faire venir des compétences extérieures parce que clairement on n'aurait jamais pu mener à bien le projet sans Vianney. On aurait laissé tomber. Malgré... il est arrivé après les shootings photos. Et je pense qu'il aurait été raisonnable de pas sortir le jeu s'il n'en avait pas pris Vianney. Et je pense que après c'est vrai que moi je dis que je m'en occupe depuis que je suis arrivé, mais moi dans ma tête c'est vraiment pas moi le chef de projet de ce jeu, ça a été Alain puis Benoît puis moi, et c'est vraiment un projet qu'on a construit ensemble. Aujourd'hui je me l'approprie et c'est bon, c'est ok, je maîtrise bien tout le projet, mais typiquement les shootings photos j'y ai pas touché, le boulot a été fait par vous, et du coup c'est vraiment un travail d'équipe, et c'est ça aussi que je trouve assez exaltant dans le truc de composer un peu avec tout le monde, et c'est vraiment chouette de prendre cette place là et de passer après vous aussi. Beaucoup trop de gentillesse dans cette émission. Pardon, c'était de la merde votre boulot, c'est vraiment chiant, j'ai des photos de merde, il faut que je fasse avec. Là, quoi, parce que... Alors, tu te plaignais beaucoup plus en privé. Alors ça dépend pourquoi. Non mais on va pas parler de ça. Là on est dans l'attente. On est dans l'attente pour les prochains projets qui sortiront en fin d'année. On va revenir quand même sur les 3 projets qui sont sortis l'année dernière, les 3 nouveautés chez Blue Cocker. On a sorti 3 jeux. Alors la première c'est Medieval Academy, je crois que c'est la première sortie de l'année dernière, le jeu de Nicolas Poncin. Avec le mode solo d'Alexis Allard, illustré par Antoine Lano pour cette version-ci. La première version c'était Pierrot qui s'en était occupé, si je me souviens bien. C'était la ressortie d'un jeu 10 ans après, c'est ça ? Ouais, c'était mon premier jeu. Et on a fêté l'année dernière les 10 ans de Blue Cocker. J'ai créé ça en 22 mai 2013 pour être précis. Donc voilà. Et c'était un jeu de cœur, et puis le plus gros succès de Blue Cocker avant Welcome. Il a tenu 5 ans, facilement 5 ans même, 5 ans et quelques. Et voilà, c'était ma plus grosse vente en Welcome. Oui, puis on peut dire aussi que c'est un jeu qui est au-delà des ventes et des 5 ans. C'est un jeu qui avait une espèce de petite communauté de gens qui aiment beaucoup, et c'était un jeu qui est resté, quoi. Oui. Et qui était daté, alors graphiquement, certes, mais moi j'aimais bien, j'aime beaucoup ce qu'avait fait Pierrot, mais aussi au niveau du matériel, c'était mon premier jeu, donc j'avais pas... Voilà, donc là on a voulu augmenter l'immersion, augmenter la lisibilité, et on a très très bien réussi, ça je suis sûr, sur les cartes, et pas trop mal sur le plateau je pense. On a fait aussi, il y avait plein de variantes derrière chaque petit plateau, et en fait ça donnait l'impression de faire choisissez un peu ce que vous voulez, alors que là on a un mode nuit derrière le plateau principal, où on a vraiment choisi les variantes qui s'accordaient bien, et où on a une vraie proposition de mode avancé en fait. Mais c'était à la mode à l'époque, il y a 10 ans, de sortir 10 000 variantes. Oui, ça aussi, Et alors, le matériel est beaucoup plus ergonomique, il n'y a plus les tonnes de pions. Vous avez un petit peu plus d'expérience aussi en tant qu'éditeur. J'ai une vraie question, parce qu'on en a parlé justement à propos de Arg. On a parlé de Arg, je vous ai dit que c'est un jeu que j'adorais et que je trouvais dommage qu'il soit un peu passé sous les radars. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Là, Medieval Academy, vous avez tenté de relancer un jeu qui existait auprès de certains ludothécaires aussi, un jeu qui existait déjà, de le relancer, de lui redonner une actualité, donc de le rafraîchir complètement. C'est une ressortie complète, et beaucoup ne le connaissaient peut-être plus, tout simplement. Donc ça ne connaissaient pas. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce retour en boutique ? Satisfait, alors c'est pas un échec. Ce sera pas une réussite dans le sens où on va pas faire peut-être faire un retirage. On avait fait un gros gros premier tirage, pas un gros, mais enfin pas non plus 3000 quoi. Et là il sort aux États-Unis. Voilà, il va avoir de l'export un peu, on n'a pas perdu d'argent dessus. Après,
c'est clairement pas... pour moi, un succès, ça aurait été il est revenu, on refait un tirage, il s'installe peut-être, un peu, mais non, on n'est pas là. Après, c'est normal aussi, c'était que... Ça pose la question, ça, en fait. Ce discours-là, il est intéressant aussi à écouter, parce que ça signifie que, est-ce que ça vaut le coup, sur un prochain jeu, de retenter le coup? Alors, ça dépend de plein de choses, parce que là, par exemple, une des raisons pour lesquelles je voulais le faire, c'était, à l'époque, c'était vraiment un jeu d'initiation au draft, qui est une entrée de gamme, quoi, pour les gens qui jouent... Enfin, tu peux jouer à Medieval Academy avec tout le monde, tu vois, c'est très accessible. Donc... c'était une des qualités du jeu, mais 10 ans plus tard, il y en a eu plein qui ont fait ça. Là, au début, nous, il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Et ça, on l'a peut-être un peu sous-estimé. Donc, il y a peut-être des choses qui, à une époque, sont faites, et c'est bien qu'elles existent, mais qui, derrière, ont été faites, refaites, mieux faites, faites différemment, et que ça a moins de pertinence, tu vois. Donc ça, probablement c'est une des choses qui fait que ça marche moins bien que la première fois, mais il y a aussi d'autres jeux où t'as juste envie qu'ils existent. Argue, c'est typiquement ça. Moi, j'ai envie qu'ils continuent à exister parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup et qui avait la grosse qualité de réconcilier les gens qui aiment pas le bluff avec le bluff, tu vois. Voilà, c'est une toute petite boîte, Alors, c'est un jeu de Romaric Gallonnier, petite boîte que vous avez sorti il y a maintenant pas loin de 10 ans aussi, je pense. C'était le Troisième, ouais. Donc, non, Yes est sorti en Argue Non, c'est Argue. Yes est sorti en Argue. Donc le 4e, je dirais. J'ai plus la chronologie, mais... et qui est vraiment très malin, très bien, et que pas mal de ludicaires suivaient et vendaient bien. Enfin, pas mal, non, pas assez, justement, pour qu'il perdure, mais il y en avait certains qui continuaient à vraiment à le vendre, à le proposer, parce que il occupait une case qui était sympa. Et voilà, tu cherches à dire comment on peut faire pour que ces jeux continuent à exister malgré tout. Sauf que tu peux pas lancer un tirage de... Là, tu vois, il m'en reste plus de 3000, parce que j'avais lancé un gros tirage quand j'avais lancé RIP, pour en profiter, justement. Oui, bien sûr. Et j'en ai écouté presque la moitié, mais tu vois, c'est immobiliser une trésorerie pour des années, en fait. Oui, alors que, là, vous avez du stock, donc il existe toujours... Si vous aimez bien ce type de jeu, jetez un petit coup d'œil, parce que il est toujours disponible actuellement, mais on sent à ton discours que c'est peut-être pas le jeu que tu vas retirer directement derrière quand il sera épuisé. Non, parce que tu peux pas retirer à 3000 un truc qui va durer encore, où tu vas mettre des années à, tu vois, tu bloques ton stock, ta trésorerie. Ça coûte cher du stock aussi. C'est, si on arrivait, mais ça c'est des problèmes qui seront gérés peut-être très différemment aussi. Si on arrive vraiment à avoir une structure de fabrication en France, qui soit notamment numérique, qui nous permettent, comme pour le livre, de faire des très petits tirages à 500 exemplaires relativement rentables, même si c'est un peu plus cher, tu peux faire durer un jeu comme ça qui s'écoule, là tu vois, si j'en tire 3000 alors qu'il s'écoule à je sais pas, 300 exemplaires par an, j'en ai pour 10 ans, quoi. Si j'en tire 500, j'en ai pour 1 an et demi, c'est viable, quoi, tu vois. Et puis la fois d'après, j'en retire peut-être 300, comme ça. Et il finira sa vie peut-être très doucement, ou il continuera comme ça, mais il aura une chance d'exister, quoi. C'est un peu dommage d'avoir ce coup près de dire, pour que ce soit rentable, il faut quand même en faire 2 ou 3 000, et que donc, non, t'as pas envie de faire les 2 ou 3 000 de trop, qui vont durer des siècles, ou voire, maintenant on n'a plus le droit de mettre des jeux au pilon, mais voire être super soldés. On n'a plus le droit de mettre des jeux au pilon ? J'avais pas cette info, moi. Normalement, on n'a plus le droit, ouais. Ah ouais, alors on fait comment ? Eh ben, tu fais pas, tu les donnes, tu les... Ah d'accord. Voilà, c'est ça, comme... Tu le dragues ? C'est pas de jeu, donc... C'est pas que pour les jeux, c'est pour plein de choses, t'as le droit de détruire. Moi, je me permets juste, c'est que si, suite à cette vidéo, il y a 3000 personnes qui achètent des hags, on va le réimprimer. Ah bon ? Bonne nouvelle. On viendra... Acheter 3000 ARG. Voilà. Et chaque fois, on viendra à un monde de jeu et on fera le bilan. Rendez-vous sur le prochain canapé pour voir où on en est des 3000. Voilà. On va voir. Et puis moi, je fais la com pendant un an pour essayer de baisser le stock. Comme ça, on pourra dire qu'on a de l'influence. Voilà. Alors ensuite, je ne sais pas dans quel ordre les 2 autres nouveautés de l'année sont arrivées. Est-ce que c'est Welcome qui est arrivé en premier ? Oui. Alors ça, c'est le retour, l'édition collector du classique
de Benoît Turpin, du classique des Flip and Write, les jeux dans lesquels vous tirez des cartes et vous remplissez votre fiche individuelle, mais dans une version de luxe. Vous vous êtes fait plaisir, vous nous avez fait plaisir avec ce jeu l'année dernière, grâce à une magnifique édition qu'il faut avoir obligatoirement quand on est fan de Welcome. Et vous m'avez dit que bon, ça s'est vendu, mais on va arriver sur la fin, il n'est pas question de le retirer. Non, c'était une édition collector, vraiment. Donc là, en fait, chaque pays peut faire son tirage. Il n'y aura pas d'autres rééditions prévues. Alors là, ça va sortir en Allemagne, aux Pays-Bas, et en Espagne, c'est déjà sorti. Aux États-Unis, ça va arriver. Donc ça sort un peu dans tous les pays progressivement. Chine, c'est déjà sorti. Oui, c'est déjà sorti. Mais nous, par exemple, notre stock, c'est le stock final. On n'en refera pas d'autres. Après, l'idée, c'était... Bon, ça arrive en même temps que Medieval Academy, c'est ces deux projets un peu de cœur où on se fait plaisir. Alors, l'avantage de Welcome, c'est qu'il est quand même mieux installé que Medieval, donc là, même pour un projet de cœur, c'est rentable et ça rapporte de l'argent, et c'était chouette parce que là, les retours étaient très bons. Cette boîte, elle est formidable. Moi, je le dis sans... Je ne suis pas payé pour vous dire ça, mais c'est une évidence. De toute façon, tous ceux qui l'ont vu le savent. La boîte, elle est vraiment incroyable avec les différentes planches qu'il y a à l'intérieur. C'est un très bel hommage à ce jeu. Et vous m'avez dit, je comprends tout à fait, que l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile de réimprimer et de garder ce jeu en magasin, c'est aussi qu'il est à 40 € quand même. Donc c'est relativement cher finalement, même s'il y a tout à l'intérieur, mais par rapport à la boîte de base pour les ludicaires pour l'installer. Et puis surtout, tu veux pas que le ludicaire choisisse de dire moi je veux vendre la collector à 40 €, moi je veux qu'il reste dans la gamme Welcome. Non, mais je comprends, c'est dans la gamme à 20 € et quelques, que les gens ne disent pas de suite oui, il paraît que c'est un bon run and write, mais de suite je vais mettre 40 boules dessus, non, je vais commencer à ça risque de tuer le jeu en fait, d'avoir une boîte à 40. Là c'est juste pas pour les collectionneurs, mais pour les fans, les gens qui aiment vraiment les jeux à cocher. Là, ils ont une édition chouette. Mais moi, je suis très fier en tant qu'auteur d'avoir cette boîte-là. Et je suis fier d'avoir bossé dessus chez Blocoker pour avoir fait un produit aussi chouette. Il y aura d'autres choses sur Welcome, ou alors on a fait le tour de cette mécanique? Bon. Alors, je pose des questions. Tu dis là, je suis pointu. Vraiment, vous voyez là. Ça dépend de l'humeur du moment qu'on a avec Alexis. Souvent on est là, ça suffit, ras-le-bol. Et puis Alexis a eu une idée de quelque chose de très différent, mais de Welcome quand même, et c'est très chouette et ça me donne envie de bosser dessus. Et il y a 15 jours, ça fait des années que je traîne avec un Welcome Kids dans mes bagages, mais qui me convainc pas tout à fait. Donc on l'a jamais exploité. Et il y a 15 jours, c'est un truc qui m'est venu, et là du coup je suis très motivé. Donc je sais pas, franchement j'ai aucune idée. En tout cas c'est sûr qu'il n'y a rien de Welcome qui sort en 2024, il n'y aura rien en 2025, parce qu'il n'y a pas de projet prêt. Peut-être en 2026, rendez-vous en 2026 pour le canapé 2026, on verra où on en est de Arg et de Welcome. Honnêtement je sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai toujours envie d'exploiter forcément, parce que c'est un bac à sable chouette, quoi. Nous on s'interdit rien, mais on va pas faire l'extension, le truc pour la faire. Il faut que ce soit une envie des auteurs, une vraie... c'est comme un autre jeu qu'on nous présenterait. Si on estime que c'est pas suffisamment bon, on va pas le faire. Comment ça, pas suffisamment bon? Pas suffisamment aussi excellent que tous les jeux précédents de la gamme. Et de Benoît en général. Exceptionnel. Il faut gérer les auteurs, c'est du boulot. On le fera pas juste pour le faire, parce qu'effectivement ça commence à avoir une certaine notoriété. Ça fait partie de ces jeux où tu te dis c'est comme les grands films, tu vois, ils peuvent sortir n'importe quelle suite, tout le monde ira la voir. Moi je me lasse là. Oui, au bout d'un moment tu vas te lasser, mais c'est bon, tu sais qu'il y a un iceberg qui va arriver à la fin. Et globalement tu sais que ce sera rentable, quoi. Tu pourrais te dire écoute, c'est rentable, on va le faire. Nous, ça nous motive pas, parce que c'est beaucoup de boulot, et si on n'a pas la foi, quoi. Il y a plein d'autres projets et d'autres trucs sur lesquels on a la foi, on a super envie, donc tant qu'à faire, on va faire ce projet-là, quoi. Tu vois, Alors, le troisième projet qui est arrivé cette année, je sais pas si c'est avant Welcome. Oui. Oui, quand même. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon meilleur projet. Mais non, je savais pas qu'il n'y avait pas
Donc je vous appelais Blue Cocker, mais qu'il n'y avait pas de cocker chez Blue Cocker. Alors, et le cocker est arrivé tardivement. Il y en a eu toute ma vie. Ouais. Mais les 10 dernières années, je vivais en appartement et Ouais. moi je trouve qu'un chien en appartement c'est Ouais. pas possible. Et là, j'ai déménagé la niche dans une maison avec jardin et la première chose que j'ai faite, ça a été de tomber amoureux de Randy. Randy, il s'appelle. Qui me le rend bien. Donc qui est devenu l'égérie, la mascotte de Blue Cocker et surtout Non. vraiment la joie de tous les jours dans ces innovations. Par exemple, dès qu'il voit Benoît, il se démerde pour... Enfin bon, maintenant moins, c'est parce qu'il commence à être propre, mais quand il était petit, il se démerdait pour faire pipi et que Benoît marche dedans. C'est génial. C'était Ça a notre l'air joie. super. Et ma passion pour les chiens a pris encore un cran supérieur. J'ai bien Mais envie, regardez mais- ça, on peut pas ne pas. Ouais. T'es sûr que c'était Randy? Très bonne question. Je me pose la question. Quoi. Parmi l'équipe, oui, ça aurait pu être... ouais. Je sais pas. Ah non, mais j'étais sur le fait qu'il était un peu vieux, que ça pouvait être lui. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est l'arrivage final, le plus important de l'année dernière. En termes financiers, c'est probablement le moins rentable. Ah oui. En termes d'amour, c'est le plus rentable. L'avantage indéniable de Randy, c'est que ça adoucit un petit peu le vieux à côté. Et c'est... Dis donc, c'est vraiment, alors on dit tout. Et c'est bien. Mais je lui fais un compliment, je dis qu'il est devenu agréable, presque. Alors, il faut que tu travailles la forme des compliments. Oui, c'est vrai que là, c'est clairement, tiens, le fais pas avec ton épouse, hein, chérie, tu sais, grâce au chien. Non, mais je suis en train de le... alors, ce chien a un énorme avantage, il n'aboie pas. Mais je suis en train d'essayer de le... Et du coup, la caravane ne passe pas. Chaque fois que je dis Benoît, aboyer. Le dresser à ça. Chouette. Pour le moment, ça marche pas trop, mais Ça va être super. voilà. Benoît, on te connaît aussi en tant que président de la SAGE, et ça c'est une évolution importante de ton année, puisque tu es auteur de jeux, la SAGE c'est la société des auteurs de jeux, tu n'es pas le premier président, tu étais le troisième. Le troisième après Laurent Escoffier et Henri Kermarek. L'un des plus emblématiques, parce que pendant tous ces derniers mois, quand on parle de la SAGE, évidemment on pensait à toi, tu as été très actif, très impliqué sur ce projet-là. Il y a eu pas mal d'avancées d'ailleurs pendant ton mandat. Ouais. Oui, ça faisait 3 ans et j'ai rendu mon tablier le mois dernier à Cannes. Et ça a été 3 ans très intenses avec beaucoup de temps passé à essayer de mener les projets à bien. Alors pas tout seul, hein, j'étais la vitrine de la SAGE, mais j'avais tout le CA derrière moi quand même pour m'accompagner. Mais c'est sûr qu'il y a, comme le milieu du jeu et d'un amateurisme dingue. C'est des années charnières, j'ai envie de dire, parce que là, c'est des années où les choses se passent, il y a beaucoup de tournants qui ont lieu, beaucoup d'organisations, telles que la SAGE, telles que la CIL, qui se sont créées dernièrement, et qui, la CIL pour les illustrateurs, mais pour les éditeurs aussi, avec l'UEJ dont tu fais partie, Alain. Moi, je suis ravi de vivre cette période, elle est vraiment... je trouve passionnante pour le milieu, et je suis vraiment content d'être éditeur maintenant, plutôt qu'il y a, je sais pas, il y a 50 ans ou... Ah bah oui, ou dans 50 ans. Je crois que ce milieu n'existait pas sous cette forme. Ouais. Non mais dans 50 ans parce qu'il n'existera plus forcément. C'est en vrai, personnellement, c'est assez grisant de travailler pour la SAGE, parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait a un impact. Oui. Parce que comme il n'y a rien, et qu'il n'y a pas vraiment de barrière institutionnelle, parce qu'il n'y a pas d'institution, en fait, s'il y a de la bonne volonté, on peut faire avancer les choses. Et on fait avancer les choses. Moi, j'ai passé 15 ans prof à essayer de faire bouger les choses dans l'éducation nationale, autant te dire que ça n'a pas eu un impact ouf. Et là, j'ai eu l'impression que ces dernières années, si on avait envie d'aller de l'avant, de faire avancer les choses, c'était possible. Moi, je suis particulièrement fier d'avoir fait en sorte que la SAGE puisse communiquer facilement avec la UEJ, les éditeurs, qu'on ait créé... Oui, il y a plus d'entraide là maintenant. Le GIJS qui regroupe toutes les organisations professionnelles, que ce soit les éditeurs, les boutiques, les ludothèques, etc., où on essaye d'échanger, d'avoir un discours commun sur la reconnaissance, d'avoir une attitude commune sur plein de choses. Alors forcément, on a des avis divergents et des intérêts divergents, mais on communique.
on arrive à communiquer. Et je trouve que c'est assez incroyable de pouvoir faire ça et d'arriver à fonctionner en bonne entente sur plein de sujets où on pourrait être en opposition. Et quand je vois ce qui se passe dans le milieu du livre, où les gens sont installés depuis beaucoup plus d'années, où il y a des antagonismes très forts qui sont présents historiquement, là je me dis que c'est l'occasion de commencer sans ces antagonismes, à essayer de le faire durer le plus longtemps possible, pour pas que la Sage, on est là pour défendre les auteurs et les autrices, mais défendre les auteurs et les autrices, ça veut pas dire le faire en opposition aux autres, on peut le faire ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Et ça a pas mal évolué. Il y a eu quelques avancées assez marquantes de toute façon sur le statut des auteurs ces dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose, une avancée que tu as envie de souligner particulièrement, quelque chose dont tu es fier, indépendamment de cette entente entre les différents acteurs? Alors, je me suis passionné pour l'administratif. Donc, il y a de la politique là-dedans. Et donc, je vais noter cette phrase. Non, mais la seule vraie avancée légale que l'on a obtenue, c'est une reconnaissance officielle de l'URSSAF à artistes-auteurs, qui considèrent depuis le 1er janvier que les auteurs de jeux sont des auteurs. Ils ont leur ligne à eux. Quand les éditeurs déclarent nos droits d'auteur, ils déclarent maintenant qu'on est des auteurs de jeux, et les œuvres qu'ils déclarent, ce sont des jeux de société. Alors, c'est du détail administratif, mais pour moi, ça change tout. C'est énorme. Non, c'est pas du détail administratif, parce que sans être auteur de jeu, ça voulait dire que légalement, j'ai l'impression de te contredire, en fait tu le sais très bien, c'est légalement, auparavant, un auteur comme Bruno Catella par exemple, il avait fondé son entreprise, il déclarait ses droits en tant que revenu d'entreprise d'une certaine manière, donc peut-être avec de la TVA, je ne sais pas comment il se débrouillait par rapport à ça, mais parce que lui qui essaie de respecter la loi de manière très carrée, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, il n'avait pas de case pour remplir. Maintenant il sait qu'en tant que, s'il se lancerait aujourd'hui, sans doute qu'il aurait un statut de droit d'auteur. Et puis c'est pas juste du fait qu'il existe des auteurs de jeux. L'URSSAF aussi nous considère comme des éditeurs de jeux. Oui. Tout change. Alors, bien sûr, pour moi, c'est que la première étape, mais la ministre de la Culture a déjà réagi face à cette reconnaissance administrative. On attend maintenant la deuxième étape, qui est la reconnaissance légale, par une proposition de loi qui est en cours, et dont on attend des nouvelles très, très bientôt, puisque les députés qui mène le projet de loi, on a un rendez-vous avec la ministre de la Culture, ça devait avoir lieu jeudi dernier, ça a été repoussé par la directrice de cabinet, mais on espère que ça va avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, pour faire avancer les choses et permettre aux jeux de société de rentrer pleinement dans le milieu de la culture française et qu'on soit reconnu pour notre travail et que le jeu de société puisse progresser, accompagné par tout le soutien qu'il peut y avoir par la culture en France. C'est phénoménal. Moi, il y a encore beaucoup de boulot à faire dans plein de domaines. Mais il y a 10 ans, on m'a dit qu'on en serait là, je n'aurais pas parlé un copec dessus, quoi. Ah oui, donc, parce que surtout, ça paraissait tellement loin, tellement difficile de faire bouger les choses, et c'est toujours basé, il faut insister là-dessus, sur des initiatives de personnes. Même s'il y a des regroupements, c'est quand même, si vous n'avez pas quelques moteurs à l'intérieur de ces regroupements, et je sais très bien que ça n'a pas été toujours simple pour toi non plus, Benoît, de pouvoir activer les choses. Quand on essaye de bouger et d'être actif, on irrite toujours ceux qui ne bougeaient pas juste avant, ou ceux qui vous voient bouger, parce que vous le faites de la place. Forcément, ça n'a pas toujours été agréable, j'imagine, en tout cas. Non, alors, moi ça m'a pris beaucoup de temps, donc c'était un peu fatigant pour moi, puis de ne pas pouvoir bénéficier de tous les efforts que je faisais pour les autres auteurs. Parfois c'était un peu frustrant, mais c'est le jeu. Parfois j'ai vexé des gens, j'ai froissé des gens quand j'essayais de faire passer des messages pour défendre les auteurs et les autrices. Donc c'est parfois un peu difficile, mais ça vaut. C'est quelque chose que je regrette pas du tout et qui. J'en voulais beaucoup à Henri qui m'a convaincu de devenir président à l'époque, mais ça m'a changé. Ça m'a changé ma façon de voir le milieu du jeu, ça a changé ma façon d'envisager l'avenir et de faire ce que je veux pour ce milieu. Est-ce que tu as pensé à faire un welcome to l'Assemblée nationale avec une place des députés? Parce que ça pourrait accélérer les choses. Il faut y aller à fond. Je vous donne des idées. Qui t'a refilé la patate chaude? Oui, j'ai refilé la patate chaude à
les nouveaux présidents de la SAGE sont Jules Messot et Olivier Mailly, qui font une coprésidence. Et au moins 2 personnes pour remplacer Benoît. Ah oui, exactement. Et est-ce que ça suffira? On le découvrira dans les prochains épisodes de la SAGE, qui continue. Ça va te manquer? Alors ça va me manquer. Je sors pas complètement parce que je continue à être actif au sein du GIGS, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur par la partie politique. Donc je vais pas disparaître complètement, mais je préfère maintenant être plutôt en retrait et soutenir et continuer à râler, mais de derrière. Je sais que le logo est parlant par lui-même, mais peut-être il faut essayer. Le GIGS, le groupement interprofessionnel du jeu de société. Voilà. Waouh, avec toutes les professions à l'intérieur. Toutes celles qui ont réussi à s'organiser. Oui. On attend que les médias ludiques fassent de même. Mais les médias, ils font... Alors, le travail des médias, rappelons-le quand même de base, c'est de communiquer autour de tout ce que les autres font. C'est aussi ça, c'est de transmettre des choses. Mais si, c'est important quand même. T'es média pour une raison, à la base. Tu te rends compte que les médias, ils communiquent aussi beaucoup sur eux-mêmes. Eh ben c'est ça. Est-ce que les médias doivent se regrouper pour parler d'une seule voix, pour se défendre eux-mêmes? Peut-être, à condition qu'il y ait des structures, mais il y a très peu de structures dans les médias. Il y en a quelques-uns, ils sont une poignée, en réalité, des médias qui existent et qui ont des structures professionnelles. Sinon, il y a beaucoup d'amateurisme. Et je ne le dis pas de manière négative, c'est pas à moi. C'est pas d'amateurisme, c'est d'amateur. D'amateurs, tu as raison. Des amateurs qui travaillent de manière très professionnelle, parfois, hein, très pro. Évidemment. C'est juste qu'ils ne sont pas payés pour ça. Ben voilà, donc après, des regroupements de gens pas pros, c'est que c'est particulier. On est dans l'association, ça peut être très utile. Est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas encore, moi, pour l'instant. J'avoue que je pas... Moi, je pense de l'extérieur qu'il faut le faire parce que c'est important que votre voix et vos enjeux soient reconnus. Là, quand on est en train de faire un retour du Festival de Cannes, groupé commun à toutes les organisations syndicales, parce qu'on veut parler d'une seule voix sur comment on fait pour améliorer la situation pour tout le monde. Et on aurait aimé avoir la voix des médias ludiques et de la presse pour savoir quels étaient leurs enjeux, est-ce que c'était en dissonance ou en résonance avec les voix des autres, parce que c'est important d'essayer de faire avancer tout le monde, et les médias ludiques font partie du monde ludique. Peut-être un jour, il y aura des associations de médias. On va enchaîner avec... alors Umbrella, parce que je voulais quand même parler de ton actualité, Benoît, dans les jeux qui sont annoncés, qui vont sortir, il y a celui-ci que l'on connaît déjà, parce qu'on voit déjà la couverture du jeu, la boîte, ça paraîtra chez Lumberjack. Tout à fait. En fin d'année? En septembre, je pense. Ça, c'est ton jeu qui est annoncé. C'est quel type de jeu, en 2 mots? C'est un jeu abstrait dans l'esprit d'Azul, où on va faire une chorégraphie de parapluie, une comédie musicale de parapluie, où on va faire glisser des parapluies de plateau en plateau. Pour essayer de... Tu étais fan des Demoiselles de Rochefort et t'as jamais osé le voir? Pas du tout. Le jeu a été créé en quelques heures quand je suis allé à Madrid et que j'ai vu le plafond de la cathédrale de Madrid. J'ai fait, il y a forcément un jeu à faire là-dessus. Et bon, ça a donné ça. Tu l'as pas fait tout seul d'ailleurs. Hein, je l'ai fait avec Flavien Dauphin, qui est un copain qui habite juste à côté de chez moi. Donc c'est illustré par Vincent Dutrey, ça paraîtra en fin d'année. Il y a d'autres projets en cours qui risquent de sortir cette année? Pour moi, j'ai donc Onyx qui va sortir, Umbrella. Ouais. J'ai aussi Mystria qui est un jeu avec Florian. Enfin, un série X. Qui est illustré par Jérémy Fleury. Et bon, on n'a pas le droit de montrer la boîte, mais je la montre quand même. Ça ressemblera à ceci. Ah là là, on n'a pas le droit de montrer la boîte, mais je l'avais déjà vu, hein, je pense. Donc... Les pros l'ont vu, mais tout le monde est professionnel ici. Ça a l'air très très chouette, effectivement, on l'a vu, ça sera chez Débâcle le jeu. Tout à fait. On voit que je me sers de... franchement, et en témoin. Alors là le SAV de Blue Cocker pour faire mes propres poteaux. Et c'est un jeu à 2 joueurs, c'est un jeu abstrait à 2 joueurs. Il y a de l'abstrait dans tes projets. Et j'aime ça, moi. Combien de temps de partie? C'est des parties qui durent un quart d'heure. Ah là, tu me ferais jouer? C'est le matos là? Ah oui, tout à fait. Ah, j'ai envie, moi. J'ai peu joué depuis que vous êtes arrivé. C'est un très vieux proto qui date d'une dizaine d'années et qu'on a repris avec Florian parce que j'arrivais pas à en faire quelque chose. Et Non, Florian. Ça c'est Flavien. Ça c'est Florian. Mais j'ai pas l'image. Et du coup, ça s'est débloqué grâce à lui. Et ensuite, j'ai un dernier jeu qui va sortir, là, qui est en cours d'illustration chez Disto Studio, les gens qui ont fait Ephios, que je fais avec Anthony Perron, et qui est un nouveau jeu à cocher. C'est trop cool. J'ai joué hier soir, c'est trop cool.
Ah mais j'étais pas là, mais attendez-moi, allez me chercher. T'étais occupé, tu jouais à autre chose. Oui, je travaillais. Non, tu jouais à autre chose. Ah, c'est vrai. Ouais, Tu joues au prochain jeu Blue Cocker. Ah, c'est vrai. Donc une grosse actualité pour moi, j'arrive quand même à faire des jeux malgré tout. Oh. On va parler des prochains jeux Blue Cocker, éventuellement, qui arriveront plus tard. Je vais essayer de vous tirer les vers du nez, mais avant de faire ça, parce que ça sera la rubrique finale de cette émission, j'ai essayé de préparer quelque chose. J'ai essayé de préparer d'habitude, mais vous l'avez fait plusieurs fois, donc je ne l'ai pas refait là. D'habitude, je vous montre des jeux, je vous pose 2-3 questions, et vous me citez des jeux par rapport aux questions que j'ai posées. Là, je me suis dit, on va essayer d'être méchant. Je suis tellement méchant, moi, vous le savez. Donc, j'ai prévu, alors je vous ai quand même prévu, je suis méchant, mais jusqu'à un certain point, je vous ai prévu des questions. Vous avez, allez, combien on en 30 jokers. Vous pouvez utiliser des jokers. On va compter combien vous en utilisez. Ou si jamais vous me répondez à tout, j'ai préparé des jokers. 30 jokers, j'ose pas imaginer les questions du coup. Ça va être ultra violent. Ouais, c'est clair. Non, elles sont pas si violentes que ça. Malheureusement, j'y arrive pas tellement. Vous allez voir que bon. Mais je suis sûr que vous n'allez pas tellement les utiliser, les jokers. Ils sont prévus. Vous pouvez les utiliser autant que vous voulez. Le but, c'est pas de vous mettre mal à l'aise. Évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour les utiliser? Vous me dites joker, je réponds pas à ça, j'ai rien à dire. D'accord. Tu sais, ça peut être du joker, j'ai pas de réponse drôle, ça arrive aussi, malheureusement dans la vie. Ça, par contre, j'ai beaucoup de réponses pas drôles, moi. Et je sais plus parce qu'on a préparé un petit moment, je me souviens plus des questions, donc on va les redécouvrir en même temps. Ah tiens, hey, L'Asdor qui vous a déçu cette année là en 2024. Quel Asdor vous a déçu? Je compte les jokers. N'hésitez pas à les utiliser. Déçu, je peux pas vraiment dire déçu parce que j'ai pas joué aux autres. J'ai pas joué à Familia ni à. C'était quoi le troisième Alors, expert, en expert, il y avait La Familia, il y avait Darwin's Project. Ouais, voilà, Darwin. Et puis, il y avait. Darwin. Journée, pardon. Journée. Ouais. Et par contre, j'ai surkiffé, moi, Château Blanc. J'en suis à 10 parties. Ouais. Et donc, c'était mon. Mais j'ai pas joué aux deux autres. Alors, je peux pas trop dire, mais franchement, Château Blanc, moi, j'ai adoré ça. L'idée d'un jeu vraiment expert où tu as 9 actions, et c'est tout. Il n'est pas très expert quand même, il est relativement accessible, mais c'est vrai qu'on y a joué plus facilement que La Familia. Ouais, non, vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, j'aurais adoré que ce soit celui-là, mais en même temps, je peux pas le dire, j'ai pas joué aux deux autres. Donc, Ouais, moi ça va être le problème aussi, j'ai pas joué. Moi j'ai envie que vous utilisiez le Joker. En fait, c'est mon but, si jamais j'arrive vraiment à poser des questions gênantes. Joker. Déjà un. Ça y est, je pose des questions gênantes. Alors moi, l'Asdor qui m'a déçu, c'est le jeu enfant. Parce que Romaric Gallonnier, tu l'aimes pas du tout. Voilà, je déteste Romaric et Antonin encore plus. Non, il est génial et ma fille l'adore. D'ailleurs, on y joue déjà trop et ça commence à être fatigant. Mais je suis déçu pour moi, très, très bêtement, parce que je trouvais que le grand méchant monstre pouvait mériter sa place dans la sélection. Et je trouve que ça me déçoit pour le jeu. Donc, voilà, je suis un peu déçu. Parce qu'il n'était pas sélectionné. Il n'était pas sélectionné. Je sais qu'il n'était pas loin de la sélection, que c'est le genre de jeu qui forcément, on a tellement souligné. La qualité augmentant, t'as des très bons jeux et je suis très content que ça soit le jeu de Romaric et Antonin qui ait gagné. Donc la déception elle est légère, mais c'est vrai que il faut être déçu. Moi je dis toujours, si vous n'êtes pas déçu, c'est que vous ne croyez pas en vos propres jeux. Il faut mieux y croire quand on sort un jeu. Donc c'est très bien d'être touché quand on est récompensé, d'être touché quand on ne l'est pas aussi. Il faut savoir passer outre par contre. C'est ça la grande difficulté. Bien sûr, on est déçu que Trio ait gagné parce que la blague elle tient plus quoi. C'était tellement chouette. Voilà, moi je suis déçu de plus avoir chaque année les. Ils en trouveront d'autres des j'ai déjà un Joker, je suis content. T'es déçu sur Trio quand même. Tu m'as dit que Trio, toi les jeux cocktail game de manière générale pas trop fan. Surtout Trio. Jamais été. Donc on ne s'étendra pas sur Trio. L'énorme succès ludique que vous n'aimez pas du tout là, dans Trio. le succès récent. En vrai, Trio, moi je pense. C'est excellent. Toi t'es type top 10. Ouais, ça à fond, oui, à fond. Moi, Top 10, ça a été mon gros plaisir. Des 3-4 dernières années, ça a vraiment été génial. Non, moi, Trio, je trouve ça excellent et ça marche très bien avec les gens, et c'est pas la question. Pour moi, à titre personnel, quel enfer, quoi. C'est marrant parce que moi, je suis pas spécialement amateur de jeux de mémoire ni rien, mais c'est pas ça que je trouve dans Trio. Moi, ce que je trouve, toi qui aimes bien justement le théâtre, jouer avec les gens, je trouve que c'est un support
assez simple dans lequel t'as pas l'impression que tu vas jouer la comédie, mais que tu peux générer des choses avec ce jeu-là. Ce que je peux pas faire à la Skyjo, finalement, je fais le pitch, mais tout seul. Alors que Trio, tu fais le pitch, mais avec les autres. Tu essaies d'encourager ce qui va se passer chez les autres. Faut qu'on joue ensemble, alors ça a l'air bien, je veux bien jouer avec toi. Non, moi j'aime bien. Je trouve, en fait, j'arrive à créer des trucs, des anecdotes, des blagues avec Trio. Cette mécanique ultra simple. Mais t'arrives à faire des blagues avec tout, toi. Ce talent incroyable. Bon, moi j'ai plein de trucs que j'aime pas, donc c'est facile. Là, le dernier c'est l'Orcana, mais je pourrais dire la même chose de tous les TCG. Donc, voilà, j'ai joué à l'Orcana. Je ne comprends pas l'intérêt du truc, mais que je comprends pas beaucoup l'intérêt des TCG de toute manière. Et voilà, ça j'aime pas, et j'aime pas ce que ça signifie pour le monde du jeu, parce que ça renforce le côté collectionnite. Je cherche à avoir des cartes, je paye très cher pour les cartes. Tout cet aspect-là me plaît pas dans le monde du jeu. Est-ce que c'est le même monde du jeu? C'est une branche du monde du jeu. C'est une branche du monde du jeu, mais quand tu regardes les chiffres de vente et le chiffre d'affaires d'Asmodée, et ce que ça représente, complètement. Mais est-ce que énorme. Ça ne profite pas? Alors ça profite, on a discuté hier soir, avant-hier, on en a discuté, ça profite indirectement, ça fait jouer les gens, et donc ça les laisse dans cet univers ludique, mais quelle que soit la manière, c'est toujours bon. Mais si j'étais fasciste, je leur interdirais de jouer à ça, je leur demanderais de jouer à on a atteint le point Godwin dans ce mais c'est ce que je voulais. Ça y est, cette émission rentre dans ce que je voulais depuis le début. Alain, est-ce que tu as un énorme succès que vraiment t'aimes pas? Alors moi je vais assumer mon statut de vieux, j'ai jamais aimé Splendor. Parce que je suis vieux, Splendor. Ah, on n'est pas sur l'année en cours. Pardon, c'était l'année en cours. Ouais, c'était un peu l'année en cours, mais oui. Sur l'année en cours. Il y en a plein, du coup. Sinon, t'as un Joker. Moi, j'ai gagné s'il y a plusieurs Jokers. Joker sur l'année en cours. Ouais, 2 Jokers. J'ai réussi à déstabiliser mes invités. Redites-le, hein, Martin est déstabilisé. Voilà. Le boulot que vous ne voulez plus faire. Là, il y a un truc, vous l'avez fait pendant des années, et là, vraiment, vous avez plus envie de faire ça si vous pouvez vous en passer. M'occuper des réseaux sociaux, moi, ça c'est vraiment l'enfer, quoi. C'est le truc que je supporte pas faire. Que des belles personnes sur les réseaux sociaux, moi, je sais pas faire ça. Je trouve ça très difficile, je trouve que c'est un métier, et ça demande d'être calé sur l'utilisation que les gens ont des réseaux, ça demande de se poser des questions sur que fait l'outil, comment est-ce qu'il fonctionne. En plus il y en a plein, c'est tellement dur, quoi. Enfin, moi je veux plus faire ça, quoi. C'est trop difficile. J'ai l'impression sans arrêt de faire de la merde et d'y passer plein de temps. On va dire que c'est un truc un peu général là-dessus, mais on a travaillé une solution, on va externaliser tout ça. Je suis passé sur votre Facebook, c'est pas très à jour. Hein. Parce que d'habitude je regarde les dernières photos de Facebook. Allez voir. Ouais, là franchement, ça date un peu. Non, il a posté sur Onyx. Alors, il a posté sur Onyx, mais avant Onyx, alors la vérité, c'est que la personne qui s'occupe de la communication chez Blue Cocker a été débauchée pour travailler sur Onyx. Ouais, voilà. En fait, j'essaie de faire en sorte que les gens qui bossent chez Blue Cocker essayent de toucher à tout et d'exprimer le plus possible leurs envies. Et Benoît les exprime même un petit peu trop. Ouais, ça c'est vrai. Et donc, si sur certains trucs ils veulent être chef de projet, je vais les encourager. Et donc, Xavier avait manifesté l'envie d'être chef de projet sur Onyx. Sauf que Onyx, c'était pas un cadeau dans le sens que il y avait des délais très courts parce qu'on voulait, c'est un jeu d'été, donc on voulait à tout prix qu'il sorte avant l'été et pas dans un an et demi du coup. Donc il avait du taf pour Onyx, on l'a signé quand j'ai toujours pas signé. Il a toujours pas signé. Alors après, on ne sait pas que c'est notre faute, c'est lui qui les édite dans la boîte, donc il les édite et il les signe. C'est sa merde. Alors, justement, toi, Benoît, quel est le boulot que tu n'aimes pas faire? Signer les contrats? C'est vrai. Non, je gère le SAV parce que j'ai de la place chez moi. C'est pas la partie la plus fun que je fais chez Blue Cocker. En plus, il me laisse pas engueuler ou jeter les gens. Non, j'essaie de répondre poliment aux gens. Donc ça, je n'ai pas plus très envie de le faire. Donc, voilà. On va refiler la tâche bientôt à d'autres personnes. Et puis toi, du coup, là, t'as pas vraiment répondu sur cette question. Qu'est-ce que j'ai pas envie. C'est quoi le problème? Voilà, merci.
Joker. Ah, bah, pardon, excusez-moi, Joker, je n'ai rien dit. Je jure. Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire Ah non, mais c'est bon, ça a répondu là. Ok. Bon, ben alors voilà, hein, j'ai plus rien à dire. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a le plus plu et ce qui me fait que je me sens à l'aise dans ce boulot, c'est justement qu'il y a plein de choses très différentes à faire. C'est pas la question. Je veux plus gérer les gens, c'est pénible. Gérer les gens. Non, les gens, ça va, je veux plus gérer les Benoît, c'est pénible de gérer les Benoît. Alors on va passer à la question suivante. La décision éditoriale que vous n'assumez plus. Aucune décision éditoriale. Il n'y a pas un truc où tu dis non mais là vraiment. Vraiment les deux modes dans Yes. Oui. Ça balance. La décision éditoriale que je n'assume plus, c'est celle que vous m'avez forcé à prendre sur Medieval Academy. De pas mettre le mode de pas mettre sur la boîte de 0 à 5 et j'ai été obligé de mettre de 1 à 5 et je l'assume pas en Oui, parce qu'il y a un mode il y a des modes robots dedans et on peut les faire jouer entre eux. Et on aurait pu les faire jouer entre eux parce qu'Alexis Allard qui a fait le mode solo sur Medieval, il n'y avait pas de mode solo dans la première édition. Et quand il me le présente, tout ça, il me dit, et pour les mettre au point, souvent, il fait des automas, lui, quand il fait des modes solo. Je fais jouer un automa contre l'autre, donc pour la blague, il me dit, on pourrait même jouer à 0. Je dis, c'est super comme idée, ça, on va le mettre, c'est une bonne idée de com, c'est marrant, ça me fait rire, on va le mettre sur la boîte. J'étais parti là-dessus, et tous là, et même des gens extérieurs à Blue Cocker, ils ont fait front pour me dire on peut pas mettre ça sur une boîte, tu comprends pas, c'est pas possible, on est en train de dire aux gens qui servent à rien, genre cul pincé quoi, comme si les gens étaient pas capables de comprendre que c'était une blague quoi. Forcément, tu mets 0 à 5 sur une boîte. Là, on lance des sondages, hein, les gens vont réagir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre de 0 à 5 ou est-ce que comme Benoît et Vianney, vous pensez qu'il fallait pas le faire? Voilà. Benoît, Vianney, Xavier, je m'extrais complètement de cette conversation, je n'étais pas là au moment de ce débat. Si, t'étais là. Ok, d'accord. Tu nous soutiens. Très bien. On en avait parlé, t'étais d'accord avec eux, non? Oui. Je m'exclus totalement. Mais j'étais pas là. Je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. Je te l'aurais mis. Est-ce que t'as déjà une décision éditoriale que tu n'assumes pas? Malheureusement, non. Ouais, c'est trop tôt. Je suis un peu trop bébé. On fera ça sur le canapé de 2026. Oh, on aura d'autres rubriques. Alors que moi, la décision éditoriale d'Alain que je n'assume plus. Je sais ce qu'il va dire. J'adore. Non, je pense que tu ne sais pas. Moi, je veux dire, c'est embaucher Vianney. C'était pas ça. Oui, ça aurait été drôle, c'est vrai. Ma réponse n'était pas drôle. C'est juste que on a sorti les extensions de Welcome. Ouais. Et je suis très content des extensions, mais Alain a énormément insisté à l'époque pour que les règles soient les plus courtes possibles et prennent vraiment un recto, le verso de la couve. Et ça a créé des problèmes infinis d'explication de règles et de confusion. Et je l'assume pas. Et c'est pour ça que quand on a refait l'écriture des règles des extensions, on a détaillé et je regrette d'avoir cédé sur ça. Vraiment. L'édition collector nous a servi aussi. Là, bientôt, quand il nous reste des welcome normales de base en papier, mais les prochaines éditions du welcome de base seront des éditions Velleda avec les règles corrigées. Alors, on n'a pas changé de règles, enfin, des petits couilles, des petites conneries, mais on les a rédigées bien en utilisant les elles sont très bien les nouvelles règles. Voilà. Et bien c'est un travail qu'on devrait faire sur chacun de nos jeux qui ont la chance de durer quelques années. C'est de retravailler, de se poser, de retravailler. Ça a pris un temps infini et là il faut rendre à César ce qui appartient à Alexis. C'est Alexis qui a fait un travail incroyable de réécriture des règles en reprenant tout le travail de FAQ qu'on avait fait pour... 5 heures de réunion, mot par mot. Où il te fait, oui là j'ai changé ça, tu dis, ok, je vois, je suis d'accord Alexis, mais non, il faut qu'il t'explique tout. Mais c'est bien, bravo Alexis pour ce boulot. Là elles sont écrites 5 heures. Alors on a parlé tout à l'heure du jeu tout nul que vous aimez beaucoup, l'inverse, que vous aimez, le jeu très bon que vous n'aimez pas. On va faire l'inverse. Je vais essayer de trouver. Et donc là on est sur cette année ou on est au global? Le jeu tout pourri que vous aimez quand même. Ah, partons le plus proche qui vous vient à l'esprit, mais allez, je vous autorise à sortir de l'année. Parce que c'est vrai que c'est dur, sur les jeux tout pourris il n'y en a plus. Les éditeurs ne sortent plus de jeux tout pourris, vous le savez tous. Bien sûr.
Un jeu tout pourri. C'est dur, hein, je sais pas. Et là, il y a des jokers qui traînent en plus parce qu'il y a des trucs. Là, t'es obligé de dire qu'ils sont tout pourris, tu vois. Bah ouais, c'est ça, t'es obligé de dire qu'ils sont tout pourris. En plus, c'est dur de dire un jeu tout pourri que t'aimes quand même. Facile, je peux pas trouver qu'il est tout pourri parce que du coup, je l'aime quand même. Moi, par exemple, cette année, j'ai beaucoup aimé Applejack. J'y ai joué en boucle et honnêtement, il a tellement de défauts, ce jeu de Rosenberg, que quand on a parlé des récompenses ludiques de moi-même, j'ai dit bah non, celui-là il peut pas rentrer, il a trop de défauts. Moi je crois que c'est vraiment c'est le premier auquel je pense. C'est un vieux jeu tchèque de cette Chiraz Game qui s'appelle Fantastate, qui est un petit jeu. C'est un petit jeu qui est, je pense, franchement terriblement mal édité. Il y a 5 modes de jeu, un coop, un par équipe, un chacun pour soi, un où tu dessines, un où ceci, un où cela. Et en fait, le délire du jeu, c'était d'utiliser donc c'est un jeu où on se promène des petits personnages dans le monde Medfan et on tape des monstres. Et tout est motorisé par un système de jeu de lettres où on va utiliser des lettres pour fabriquer des armes, des compagnons, des sorts et des véhicules pour nos héros. Et le principe, c'est d'utiliser ces lettres comme dans un jeu de lettres pour créer ce qui vont nous accompagner. Et là où c'est fun, c'est que ça fait un univers totalement what the fuck, où tu peux te promener avec le grand schtroumpf en compagnon, avec le fouet à Zoro qui traîne comme ça, et ton véhicule c'est un déambulateur, parce que ça te fait avancer vite. C'est terriblement... vraiment, il y a plein de choses qui vont pas dans les règles. C'est vraiment, je pense pas, c'est difficile de dire que c'est un bon jeu tant il y a de défauts. Mais alors j'ai une affection ultra forte pour ce jeu, j'en ai fait des parties mémorables où on a tant ri quoi, et c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Enfin, c'est vraiment excellent. Alors je pense que c'est introuvable aujourd'hui, mais c'est vraiment génial si vous avez l'occasion. Dans les vieux trucs, ça, il y en a quelques-uns dans les vieux trucs auxquels on jouait. Je me rappelle de Kampf der Gladiatoren auquel je jouais avec Jube. Je pense impossible à ressortir aujourd'hui, mais qu'on aimait bien à l'époque, c'était rigolo. Ouais, clairement. Ouais, ben ça va être dans des vieilleries comme ça, moi. Putain, je me souviens même plus du titre, tellement. Ça y est. C'est un jeu qui n'a quasiment pas de fin, qui est... j'ai plus le titre, mais en gros, tu as 3 curseurs. Ouais. Le sous-légend et le pouvoir. Et tu vas jouer des cartes tout connement qui vont te faire monter ou descendre. Non, c'est pas ça. Non, c'est très très vieux. Très vieux, plus vieux que ça. Tu ne l'as pas. Mais on a joué et on joue encore à des parties comme ça où tu fais monter, descendre. Ça n'a pas de fin parce que... C'est un quiz pour ceux qui regardent. Essayez de trouver de quel jeu est en train de parler Alain. Oui, je vous donnerai la solution parce que il est à la maison. C'était même un jeu que j'envisageais d'en tirer les bons trucs pour en faire quelque chose de bien. Chose de bien. J'ai hâte d'avoir cette discussion en équipe. Ouais. Il y aurait des curseurs. Ouais. Mais c'était... donc, le but, toi, tu as une condition de victoire. En gros, c'est soit 20-20-20 sur les 3 curseurs, soit 40-10-10. Voilà, et c'est caché. Et toi, tu essaies de monter. Les autres, quand ils doivent monter, ils tapent dessus. Ok, je vois pas trop là. Tu queens beaucoup. Ah, bah ça. On passait des parties à faire ça, mais après, ça n'a pas de fin. C'est injouable. Il y a plein de trucs. Mais voilà, il y avait un plaisir très basique, j'allais dire très primaire à jouer à ça, et j'aimerais bien retrouver cette émotion-là avec quelque chose d'élégant et qui tourne quoi. Mais bon, voilà, je suis pas auteur de jeu malheureusement, donc... Est-ce que toi, l'auteur de jeu, Benoît, t'as réussi à retrouver quelque chose? Joker! Ouais! J'arrive à ici! Ça y est! Moi, je prends un deuxième pour toi. J'en ai trop de tout pourri, mais pas que j'aime en fait. Ah bah oui. Impossible de trouver un tout pourri. Oui, je te vois qui regardait sur ton application. Donc Joker. Voilà. Une dernière question sur la route avant de venir sur les nouveautés qui arriveront peut-être un peu plus tard chez Blue Cocker. Cette personnalité présente sur le canapé que vous ne supportez pas. Définitivement, alors. Évidemment. Oh là là. Bon, vraiment. Moi, je suis le présentateur, je suis pas obligé de répondre. Joker. Voilà. Non, mais après, le problème, c'est qu'on aurait tous répondu Xavier, mais il n'est pas là. Joker. Ça y est, j'ai réussi enfin dans cette émission à obtenir quelques jokers. Vous voyez que je suis pas non plus un animateur qui ne pose pas les vraies questions que tout le monde se pose. Alors que les personnalités du monde du jeu qu'on ne supporte pas, là, par contre... Là, il y en a plein. Il y en a plein, mais on les aurait pas dites quand même. Non, on va pas parler de Mathieu Despnous. On arrive vers la fin de cette émission, mais juste avant, on va quand même se projeter sur l'avenir, donc 2025.
de Blue Cocker, les jeux qui arriveront après. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez parler, des envies, des titres, des auteurs? Oui, tout à fait. On a en 2025 va arriver Les Derniers Droïdes, un jeu de Fabien Gridel de 1 à 4 joueurs, qui est au départ c'est un jeu qu'on a développé comme un jeu à 2 avec Fabien. Qui marchait très bien, et puis après je lui ai dit quand même on peut voir si ça marche à 3 et 4, et la version par équipe à 4 est celle que préfèrent les gens. Ah oui, c'est la version à 3 est différente, méchante, mais tu vois, intéressante parce qu'elle est méchante. Je conseillerais pas aux gens de commencer à jouer ce jeu à 3. S'ils aiment le jeu à 3, ça va devenir intéressant parce que méchant et parce que plus tendu, mais à 2 ou à 4 ça marche très bien. C'est sur un thème vaguement engagé, on va dire. On est dans un futur où on a décidé qu'on n'allait plus du tout prendre des ressources de la planète, et que donc on allait tout recycler. Oui. Et notamment, pour passer à un monde où on va vraiment être 100% sur du recyclable, on utilise on est arrivé à une époque où on avait développé des robots intelligents, et on utilise ces derniers robots intelligents, ces droïdes, pour en faire d'autres. En fait, il y a des immenses comment on dit, décharges posées un peu partout à travers le monde, et nous on est des gens qui fabriquons des droïdes, et on va se déplacer de décharge en décharge pour fabriquer de nouveaux droïdes pour les gens à partir des pièces recyclées, jusqu'à ce qu'un jour on ait vraiment plus besoin des droïdes. Donc voilà pour la thématique. Après, c'est un petit jeu à la Morwalneux. Non, jamais dit. J'essaie de compléter les phrases. La mécanique. Faut pas laisser trop de temps entre. C'est une mécanique Dice Split You Choose. Voilà. Et ça va être illustré par Anne Haïti. C'est illustré, c'est en cours d'illustration. C'est en cours d'illustration par Anne. On peut dire qu'il y a un peu ce qu'on appelle de l'engine building, un peu de développement, et on va essayer de poser des cartes qui vont nous permettre d'avoir des pouvoirs permanents, ou au contraire des cartes qui nous rapportent beaucoup de points, mais faire ces choix-là un peu variés pour construire notre tableau. Ça me parle plutôt bien, moi, ce type de jeu à la base. Et avec vraiment une mécanique très simple. Quand c'est ton tour de jeu, tu pioches 2 cartes, tu les révèles, tu vas choisir celle que tu gardes et celle que tu donnes au joueur en face de toi. Si c'est à 2, c'est ton adversaire. Si c'est à 4, ça va tourner à chaque fois. Cette carte qu'on a reçue, soit on la construit vraiment, c'est-à-dire c'est un droïde, tu dis il manque quelques pièces, je vais rajouter des pièces pour faire le droïde que je voulais, soit non, je vais désosser ce qui reste pour récupérer des pièces, donc je vais récupérer des ressources, soit je vais le défausser pour construire un droïde maison, c'est-à-dire pour améliorer ma maison, qui me permet de me déplacer, qui est un droïde aussi du coup, et qui me permet de me déplacer de décharge en décharge, qui sont des points de victoire à la fin. Voilà, ça va se jouer en 3 manches, 3 époques. Ça dure, on va dire, une vingtaine de minutes, un peu plus. Ah oui, déjà, c'est pas énorme en fait. Vous l'avez ici? Non, j'ai pas les derniers. Ah là, tu me hype sur des trucs et tu les as pas. Ouais, mais comme il est en cours d'illustration, en fait, je sors le vieux photo, et j'attends que les illustrations soient là pour sortir de nouveau. Mais puis mécaniquement, on l'avait poncé avec Fabien. Ça fait longtemps qu'il est fini mécaniquement, mais qu'on avait un problème pour. Fabien fait des jeux. Il ne sera pas vexé de dire ça, je trouve, en choisissant des thèmes nuls. Voilà. Et du coup, je voulais trouver une thématique qui collait à la méca et qui soit quand même sympa, évocatrice, qu'on a envie de bosser. Et puis on a beaucoup changé. On comptait faire des chimères, tu vois, une espèce de truc magique où on fait des chimères. Qui nous parle d'aventure. Mais c'était pas possible. Et la belle histoire de ce changement de thème, cette idée de thème qui a débuté grâce au dernier voyage qu'on a fait au chalet. C'est vrai. C'est pendant notre dernier séjour au chalet qu'on a abouti à ce thème. Le dernier séjour au chalet. Ça vaut le coup, hein. Vous avez découvert Onyx et vous avez voulu le signer. Ouais. Et on a changé le thème de Droid. Mais nous, on ne travaille que au chalet. Ouais. S'il te plaît, stop, arrête la phrase là, c'est parfait. Voilà. J'allais dire ça 3 jours par an au chalet. Voilà, ça c'est pour 2025. Et le deuxième projet qui sortira probablement en 2025, mais on est encore au début, puisqu'on vient de le signer.
il y a quelques mois, c'est le jeu auquel tu as joué hier soir, qui s'appelle pour l'instant Emporos, qui est un jeu d'Alexis Allard et Alexandre Aguilar, la team des A. Les deux spécialistes des îles et des bateaux. Chez Alexandre Aguilar, c'est un auteur qui a fait un jeu de pirate jusqu'à présent, notamment. Il en a fait d'autres. S'il vient de sortir Chatpoche. Mais et puis Alexis Allard, il avait fait comment s'appelle ce jeu Small Island, exactement. Et donc là, il y a les deux. Il y a des bateaux et des îles. Il y a des bateaux et des îles et c'est un petit jeu susceptible de changer ça. Ouais. Le thème n'est pas fixé, mais c'est un petit jeu d'optimisation et de popote personnel en combinant ce qu'on récupère et ce qu'on produit et ce qu'on achète et on va pas rentrer dans le détail, mais c'est... il y a de la popote, je suis d'accord. Il y a de la popote et c'est très excitant. Ce qui nous a plu, ça a été aussi le fait qu'on se soit dit que c'était une belle manière pour des gens qui connaîtraient pas forcément ce type de jeu, de découvrir un peu la manière de... Je prends des ressources et puis je les utilise pour faire autre chose et puis je gagne d'autres ressources et puis je les utilise pour faire autre chose. Et on trouvait que le flow était chouette et était assez accessible. Ouais, parce que ça reste un jeu de course où tu fais avancer des choses. Et donc il y a une logique très évidente de production et de dépenses qui rend le jeu très limpide à jouer. Voilà pour les prochaines sorties. On aura l'occasion évidemment de revenir dessus, de vous les présenter. La grosse actualité du moment, on en a parlé, c'est Onyx. On va quand même parler d'un dernier projet signé. Il y a un autre truc que je savais pas. Un dernier projet signé. Ça sortira pas en 2025. On va pas. Alors ça sortira pas en 2025 et on va pas en dire grand chose, mais ce sont des poissons. On a un écran de veille qui vient de se lancer à cet instant. C'est un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg. Qui sera on a du boulot donc je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais qui sera un jeu en campagne avec à l'intérieur du deck building et du roll and write. Voilà. Waouh, deck building, roll and write. Maxime Rambourg, Théo Rivière, il vous l'a vendu déjà. Blue Cocker. Tout est dit. Moi, ils me l'ont vendu déjà. Voilà pour ce jeu qui arrivera peut-être en 2026. Donc, du coup, là, on a un petit peu de temps. On est plutôt parti sur cette timeline-là, mais on est lucide, Théo, Maxime et nous, et on a envie d'emmener le jeu dans une direction de campagne qui n'a pas du tout été travaillée pour le moment. Et du coup, on sait que ça peut nous prendre beaucoup de temps d'arriver à quelque chose de satisfaisant, donc on va mettre les bouchées doubles. Et comme on a mis 7 ans à sortir Cliché Criminel, on a un peu de marge. Et puis il y a plein de... Du coup maintenant qu'on a... Parce que comme on avait du retard à cause des Clichés Criminels, à cause de plein de choses, j'avais arrêté pendant un an ou deux de faire du sourcing. Et là c'est reparti. Et là, quand on a repris et qu'on s'est dit que du coup ça allait aboutir, on a repris du sourcing et ils sourcent beaucoup et en fait ils sourcent... trop. Ils nous sortent des choses bien quoi. Ah bon? C'est cool. Donc voilà. Ouais, c'est pas toujours ce qu'il dit. Hein, mais c'est chouette de repartir sur des projets. Ça faisait en effet quelques années qu'on était sur les projets en cours et là on recommence sur de nouveaux projets et c'est assez excitant. Et c'est vrai, quand je dis qu'il dit des sources, des choses bien, c'est-à-dire que normalement 99% des jeux qu'on nous propose sont refusés. Oui. Et là vous êtes à 97. C'est beaucoup. Non, mais ça a l'air anecdotique, mais c'est vraiment. Il y a plus de projets qui nous enthousiasment. Certains qui ont juste un potentiel énorme et qui sera peut-être pas révélé, quoi. Tu vois, on va bosser dessus et on n'arrivera pas. Mais bien sûr. Mais il y a pas mal de choses très enthousiasmantes qui est plus que depuis longtemps, parce que je te dis, avant, on avait arrêté le sourcing. Avant, on était on a eu quelques années à fond Elgom et donc on faisait que ça. Voilà, là c'est très enthousiasmant de se tourner vers des choses qui sont assez différentes, assez tu vois, Cliché Criminel. Oui, c'est sûr que là, parmi les jeux dont vous nous avez parlé dans cette émission, c'est vrai qu'on est dans des catégories relativement différentes. Voilà. Donc tu fais jamais les mêmes choses. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est qu'au sein de l'équipe de Blue Cocker, on a même outre les fions qu'on s'envoie parce qu'on aime s'envoyer des fions, on s'apprécie beaucoup, mais on n'a pas forcément les mêmes affinités de game design. On n'a pas forcément les mêmes jeux qu'on apprécie. Et ça, c'est super enrichissant pour les discussions de sourcing et de développement. Et par exemple, moi, des fois, je ramène un jeu, je suis très enthousiaste en disant c'est super, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont le dégommer parce qu'ils aiment pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant de dire j'aime bien et ou j'aime pas. Ce qui est intéressant, c'est les discussions qui vont être générées par ça. Et donc, pointer du doigt, ok, c'est marrant, t'aimes pas, pourquoi? Et de voir les choses qui t'ont peut-être échappé. Et inversement, moi, ce que j'aime, c'est ça. Et en fait, d'une part, ça va forcément améliorer le jeu. Oui. Parce qu'il y aura plein de points de vue différents. Et d'autre part aussi, ça me permet
avant, quand j'étais le chef de projet de Blue Cocker, eh ben, il fallait que les jeux me plaisent à moi. Et forcément, tout ne me plaît pas, parce que voilà, je suis humain, quoi. Et là, en prenant des gens très différents de moi et entre eux, ça nous permet aussi de réaliser des projets que je n'aurais pas pu réaliser. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est un des gros... on peut parler de ça 2 minutes, mais c'est un des gros points de frustration de certains sourcings qu'on a pu avoir, où le fait en fait ça paraît peut-être bête, mais pour qu'on signe un jeu, il faut qu'il y en ait au moins un de nous en tant que chef de projet qui soit ultra enthousiaste et qui ait très envie de bosser dessus. Et ça nous est déjà arrivé depuis que j'ai commencé à bosser pour toi, de se retrouver tous les 3 à faire un jeu, de dire bah, c'est vachement bien. Mais c'est qui le fait? Qui c'est qui le fait? Bah pas moi, pas toi. Bon bah on fait pas quoi. Et c'est pas inhérent avec la qualité du jeu, c'est juste se dire bah en fait est-ce que vraiment l'un de nous a envie de s'en faire peut-être des centaines de parties dans un rythme relativement court, ou juste d'enchaîner, se le sent ou pas, tu vois. Ouais, ou se sent de le développer, ouais, tout à fait. Moi il y a des jeux que j'ai vu passer, par exemple pour prendre un truc qui va parler à tout le monde et qui quand Fabien m'a présenté Turing Machine, tu fais waouh, ça le fait carrément quoi. Après, tu te poses la question, est-ce que je suis capable de le faire? Non. Ouais. Et tu vois que les Scorpions, quand ils l'ont très bien fait. J'aurais été incapable de faire ça comme ça. Donc, il y a juste des jeux que tu te dis, bah ouais, c'est très bien, mais c'est pas à moi de le faire. Donc, il faut le reconnaître. Tu vas pas juste dire, ah, c'est très bien, bon, mais tant pis, je vais faire une merde avec. Tu fais, bah non. Bah oui, bien sûr. Voilà, quoi. Donc, bah voilà. C'est ça. Quelque chose à dire, toi? C'est là-dessus qu'on arrête cette émission. On arrive au bout, je vais vous laisser vous écharper. On s'arrête sur la violence. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il y ait une mauvaise ambiance. Bon, je suis pas sûr d'y être parvenu. On espère vous avoir donné pas mal d'indications sur les jeux qui vont arriver, sur comment ça se passe chez Blue Cocker, peut-être des envies de jeux, l'envie d'aller voir les autres vidéos, la vidéo qu'on a réalisée notamment sur Onyx, on vous a dit qu'il y avait une partie extraordinaire à l'intérieur avec un achievement. Vous allez voir ça, évidemment. Merci d'être venu au chalet. Merci à toi. Merci de nous accueillir. On est toujours bien ici. Ouais, on est très bien. Chalet. Voilà. Le seul inconvénient du chalet, c'est qu'il est trop loin de Toulouse. Non, mais il faut que ça soit loin. Tu sais, le trajet. Sinon, oui, on serait tout le temps là. Le trajet, il fait déjà partie du chalet. C'est vous vous préparez mentalement à abandonner tout ce que vous avez à l'extérieur. Je vous. C'est la partie la moins bien du chalet. Désolé. Il faut rénover cette partie-là. On ne va pas faire grand-chose, malheureusement. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur notre chaîne. Ciao, à bientôt.